Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du budget d'une de mes abonnées. C'est une série de vidéos que je fais depuis le début de l'année. Je vous ai déjà partagé pas mal de budgets de mes abonnés. Je trouve ça toujours intéressant de voir différents budgets. Pendant longtemps, j'ai surtout partagé le mien. Et après, je me suis dit que ça pourrait être bien d'avoir d'autres exemples. Le but, c'est vraiment pas de se comparer, de juger, d'avoir la critique facile ou quoi que ce soit, mais de voir comment font les autres. Des fois, je vais avoir des budgets dans lesquels on me demande des conseils, des fois c'est simplement pour partager son budget, pour simplement se sentir représenté aussi, parce que je ne peux pas faire le budget de tout le monde, bien évidemment, j'en reçois beaucoup et ça prend pas mal de temps de faire un budget comme ça. Donc je pense qu'en le montrant en vidéo de manière généralement anonyme, la plupart du temps les gens choisissent un pseudo et c'est bien de ne pas se sentir trop exposé non plus, mais ça permet de parler d'argent librement, ça permet de voir comment font les autres tout simplement, de piocher des idées s'il y a quelque chose qu'on peut prendre. Très souvent la situation va être différente de la nôtre et c'est pas grave, ça ne retire pas du mérite ou de l'intérêt au budget des autres, mais simplement on est tous différents, c'est toujours à retenir. Merci de rester très bienveillant dans les commentaires, ce n'est pas forcément facile de voir son budget être exposé. Si jamais vous voulez participer à l'une de ces vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous pourrez retrouver toutes les infos pour le faire sur mon compte Instagram Mûre et Noisette. J'ai une story à la une qui s'appelle Réaction abonnée et vous pourrez trouver toutes les infos dedans, sachant que j'ai vraiment beaucoup de budget en attente, donc je ne peux malheureusement pas sélectionner tout le monde. N'hésitez pas à me relancer aussi si vous m'avez déjà envoyé votre budget, ça peut m'aider à retrouver votre budget dans tout ça. Mais en tout cas, nous allons attaquer le budget du jour. Alors nous allons parler du budget de Lola qui a 45 ans et qui est maman solo. Elle a eu 3 enfants, il y en a 2 qui sont adultes et indépendants, et elle a encore sa fille avec elle qui a 11 ans. Malheureusement, son mari est décédé l'année dernière, ce qui lui a vraiment fait un grand chamboulement dans son organisation familiale aussi, puisqu'elle passe d'un foyer de 5 personnes à un foyer de 2 personnes, donc forcément ça fait une grosse différence, surtout quand on devient la seule personne à pouvoir subvenir aux besoins de son foyer. Elle a également 2 chats, alors merci d'éviter les commentaires du type « Non mais pourquoi avoir des animaux quand on n'a pas d'argent » ou ce genre de choses. Les chats, ils ont sûrement été pris avant, on va pas abandonner un animal dès que notre situation change. Et évidemment, il faut toujours considérer le coût que va avoir un animal quand on envisage d'en adopter un, mais après une fois qu'on les a, ce ne sont pas des jouets, on va pas les jeter à la rue parce que on n'a plus les moyens de s'en occuper. Donc si vraiment on est en difficulté, on peut voir s'il y a des proches qui peuvent nous aider, qui peuvent s'en occuper pendant un temps. Mais voilà, ce ne sont pas des jouets, je le rappelle, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre en considération les animaux. Mais après c'est pareil, il y a toujours des commentaires un peu faciles des fois sur les budgets des gens dès qu'ils ont des enfants ou dès qu'ils ont des animaux avec un petit budget, en mode non mais fallait pas faire autant d'enfants. C'est vraiment des commentaires qui sont toujours très malvenus et qui sont absolument pas constructifs ni bienveillants, parce que concrètement les situations peuvent changer dans la vie. Des fois on est à l'abri pendant un temps et après on ne l'est plus. Les accidents de la vie ça chamboule tout, surtout quand il s'agit d'un décès vraiment. Donc merci de rester particulièrement bienveillant sur ce budget. Sa situation financière était bien évidemment bien plus stable avant quand elle était avec son mari. Ils ont pu mettre un petit peu d'argent de côté à ce moment-là et heureusement. C'est bien de toujours anticiper. On n'aime pas penser au pire dans la vie, c'est évident, mais dès qu'on peut mettre un petit peu de côté en se disant que peut-être que plus tard ce sera pas aussi facile que maintenant, c'est toujours bien. Elle a pu le faire et vraiment c'est une très bonne chose, et surtout ça lui permet d'avoir une petite fenêtre de sécurité, on va dire, pour la suite. J'en parlerai vers la fin de la vidéo de l'aspect épargne, mais avec la perte de son mari, bien évidemment, au-delà de l'aspect émotionnel, il y a aussi une grosse perte de revenus et ça complique aussi son quotidien puisqu'elle a été habituée par exemple à faire les courses pour une famille de 5 personnes en ayant un grand frigo, un congélateur, en pouvant cuisiner de grands volumes, et elle se retrouve avec une petite cuisine, un petit frigo, pas de congélateur. C'est parfois beaucoup plus difficile de cuisiner pour 1 à 2 personnes puisque sa fille va à la cantine le midi. Quand on doit cuisiner pour 1 personne, c'est parfois difficile de gérer son budget, surtout quand on ne peut pas stocker, quand on n'a pas la place pour profiter de certaines promos. Donc les promos c'est pas toujours intéressant, des fois il vaut mieux ne pas en profiter parce que ça nous fait stocker des choses inutiles, mais parfois ça peut être très utile sur les denrées de base, sur le papier toilette, sur les lentilles, enfin il y a plein de choses qui peuvent être très utiles à acheter en promo, et c'est clair que quand on peut pas stocker c'est pas facile. Pareil, les légumes surgelés, ça aide énormément à tenir un petit budget. Quand on n'a pas de congélateur, parfois c'est pas possible. C'est pour ça que des fois dans mes recettes, j'essaye d'axer aussi sur les étudiants, de proposer des recettes sans four, parce que il y a plein de contraintes comme ça auxquelles on pense pas forcément quand on parle de budget, qui peuvent totalement entrer en compte.
Et c'est encore plus valable pour les personnes qui n'ont pas de domicile fixe, par exemple, on ne peut pas faire ses courses de la même manière quand on n'a pas le même logement chaque jour, quand on habite dans une voiture. Voilà, ce sont toujours des choses à prendre en compte qu'on oublie parfois quand on a tendance à prendre notre situation, faire un copier-coller et dire bah voilà, quelqu'un peut faire pareil. Vraiment, faut jamais oublier que le budget c'est personnel et ça varie selon toutes les contraintes et tous les avantages qu'on va avoir en tant qu'être humain individuel. On va avoir toute une panoplie de choses différentes. Alors Lola me précise qu'elles ne sont pas végétariennes mais qu'elles achètent vraiment très peu de viande et pas de poisson puisqu'elles ont vraiment un petit budget et que ça ne rentre pas dedans. C'est vrai que généralement le fait d'éviter la viande, etc., ça va jouer sur le budget. J'ai pas mal de recettes à tout petit budget sur ma chaîne, alors c'est pareil, c'est pas forcément facile à mettre en place selon sa situation, mais n'hésitez pas à aller voir, à aller piocher, peut-être qu'il y a des choses qui pourront vous convenir. Nous allons passer à la catégorie des revenus, donc je m'aide de mon carnet comme d'habitude parce que je ne retiens pas tous les chiffres de tête. Mais elle a un salaire de 860 €. Je n'ai pas plus d'informations sur son activité. On n'est pas obligé de tout me partager dans les budgets, on partage ce que l'on a envie de partager, mais elle ne peut pas travailler à temps plein, donc c'est comme ça. Elle va avoir une allocation de soutien familial de 130 € puisque son mari est décédé, elle ne peut pas toucher de pension, donc c'est un petit peu ce qui va remplacer la pension pour son enfant. Elle a 300 € d'APL. Elle a une rente d'invalidité de 80 € par mois qui ne l'arrange pas tellement parce qu'elle est versée par trimestre. Elle préférerait vraiment que ce soit versé de manière mensuelle, ce serait plus facile pour faire son budget parce qu'elle a du mal à vraiment le compter dans ses revenus et souvent au moment où elle va toucher cette rente, elle a plein d'imprévus donc c'est pas très pratique pour elle. Et également, ça c'est pas vraiment compté dans les revenus, mais elle a une prime collège qui va l'aider à payer une partie des frais de cantine de sa fille de 30 € par mois, qui est versée trimestriellement à l'établissement scolaire. Donc c'est finalement pas compté dans ses revenus, mais ça lui fait une petite baisse de frais au niveau de ce qu'elle paye pour la cantine de sa fille, dont on parlera après. Cela lui fait donc un total de 1370 € net par mois de revenus, même si voilà, comme je vous l'ai dit avant, c'est fluctuant parce qu'il y a des fois où elle va toucher la prime d'un coup et des fois où elle aura pas la prime, donc un petit peu moins de revenus. Pour rappel, le SMIC actuellement, il est à 1325, 1330 € pour une personne travaillant à temps plein, sachant que généralement quand on travaille au SMIC, on a le droit à la prime d'activité et donc ça permet d'amplifier un petit peu son salaire si jamais on est seul dans le foyer, parce qu'il me semble que ça compte les revenus du conjoint aussi. Mais donc là, elle se retrouve finalement avec moins que si elle travaillait au SMIC, sachant qu'elle a un enfant à gérer et qu'elle est partiellement en invalidité. Donc voilà, c'est pas un revenu évident. Parfois avec l'inflation, on se rend pas compte que des revenus sont des petits revenus parce qu'on reste calqué sur des revenus d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, et plus on avance en âge, plus on a tendance à se focaliser sur des revenus d'avant et se dire non mais ça va, alors que non, ça reste un revenu très petit. C'est vraiment un faible revenu, surtout pour élever un enfant. C'est pas du tout un revenu facile. Elle me précise qu'elle n'a pas le droit à la prime d'activité, puisque la prime d'activité on peut la toucher à partir d'un certain revenu et elle a le droit à aucune aide de plus que tout ce qu'elle a dit là. Donc elle n'a pas le droit à la CMU par exemple. C'est souvent le problème de ces budgets où on gagne un petit peu trop pour certaines aides, pas assez pour d'autres. C'est vraiment quelque chose qui rend le quotidien compliqué et ça vraiment, ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui puisse être mis en place de manière plus humaine finalement, parce que c'est dommage de devoir payer une mutuelle quand on a vraiment de petits revenus comme ça, tout en ne gagnant pas assez pour avoir la prime d'activité. C'est vrai que c'est pas facile. Nous allons passer à la catégorie des dépenses. Ce que je remarque souvent dans les petits budgets, c'est que vraiment les lignes de dépenses, il y en a pas tant que ça. Quand je fais le tableau, vraiment ça fait un petit tableau et c'est souvent ça qui permet de garder un petit budget, c'est qu'elle a vraiment très peu de dépenses superflues finalement. Donc le loyer est à 500 €, sachant que comme on l'a dit avant, il y a les APL, donc je compte les APL dans les revenus, puisque c'est comme ça que ça se compte, et donc le loyer est compté intégralement dans les dépenses. Il va comprendre l'eau froide, et je crois que je ne l'ai pas précisé, mais actuellement elle est dans les Vosges, mais elle avait passé toute sa vie avant à Nice. Donc ça lui fait une petite différence de température, on va dire, mais elle m'a dit qu'elle s'y sentait bien et qu'il y avait d'autres avantages pour elle par rapport à la région d'avant, et surtout que c'était beaucoup plus abordable puisque évidemment dans les Vosges ça coûte moins cher que Nice. Nice ça coûte quand même très très cher de vivre là-bas, même le coût de la vie est élevé au-delà des loyers, donc ça fait une belle différence. Ensuite pour la cantine, elle paye 60 €, sachant que comme je vous l'ai dit avant, il y a 30 € qui sont financés, mais donc ça lui fait un reste à payer de 60 € pour la cantine de sa fille le midi. En électricité, elle paye 70 € par mois.
Là je l'ai compté dans les dépenses fixes, mais sachant qu'il y a 2 fois dans l'année où elle n'a pas à le payer, c'est payé sur 10 mois. Je ne connaissais pas ce fonctionnement, mais ça fait plusieurs fois que je le vois passer, donc je ne savais pas du tout que c'était possible. Elle me précise que vraiment les températures sont très froides d'octobre à mars, donc elle est obligée de chauffer, sachant que son logement est en tout électrique. Donc voilà, je trouve que le montant reste très raisonnable, surtout pour 10 mois. Pour un appartement qu'elle doit chauffer tout l'hiver. Après, je pense que la surface ne doit pas être très grande. Elle ne m'a pas précisé la surface de son logement, je n'ai pas demandé d'ailleurs. Mais je pense, au vu des mensualités et au vu de l'information du petit frigo où il n'y a pas la place pour en mettre un plus grand, que ça doit pas être un très grand logement. Donc potentiellement, le loyer est quand même plutôt cher pour si jamais c'est un petit logement dans les Vosges. Mais après, on fait avec ce qu'on trouve et c'est très difficile de déménager quand on a un petit revenu et qu'on n'a personne pour se porter garant pour nous, parce qu'il faut souvent gagner 3 fois le montant du loyer et ça c'est parfois très difficile quand on est célibataire, mais alors quand on est célibataire avec un enfant, c'est vraiment pas facile de pouvoir trouver un nouveau logement, donc parfois on fait au mieux, c'est pas facile de déménager. En tout cas en électricité c'est pas trop cher, j'espère qu'il n'y aura pas de régulation élevée. Après maintenant on peut souvent consulter selon le fournisseur d'énergie qu'on a, on peut avoir un petit tableau, une application où on peut voir où on en est et ça permet d'anticiper si jamais on a une régulation prévue. Elle me précise ensuite que pour les assurances, donc elle a fait une catégorie qui regroupe tout, qui est à 92,50 €, donc voiture, habitation et mutuelle. Elle me reprécise qu'elle n'a pas le droit à la CMU. Donc bon, c'est un montant qui est quand même un petit peu élevé, mais c'est pas non plus atrocement élevé, mais c'est sûr que pour un petit budget, la moindre mensualité représente quand même un gros budget. Là c'est une de ses plus grosses mensualités par mois quand même. Ensuite, elle a pris une offre chez Orange à 29,90 € par mois. Elle me précise que ce sera bientôt fini, à la fin de l'année ça va expirer et elle devra passer à une offre à 70 € par mois. Donc elle va chercher un autre opérateur, sachant qu'elle a la contrainte de devoir trouver un opérateur qui capte là où elle habite. Ça c'est aussi souvent quelque chose auquel on ne pense pas, mais parfois il y a des opérateurs à très petit prix, mais ça ne passe pas forcément partout. Donc je lui souhaite de trouver quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas si vous avez des recommandations de forfaits à petit budget, avec des abonnements internet à petit budget, et peut-être qu'elle pourra tester de voir ce qui peut passer par chez elle. Ensuite, en budget essence, elle en a pour 60 € par mois, donc ça reste raisonnable aussi. Ça, avec le prix de l'essence qui augmente quand même pas mal, c'est vrai que c'est élevé, mais quand on habite dans des régions pas chères, souvent on a la contrepartie qu'il y a souvent un budget essence qui va avec quand on travaille, que si on doit déposer son enfant à l'école et que c'est pas juste à côté, il y a plein de choses qui font que ça a un certain coût, donc souvent c'est un budget non négligeable. Le passage à l'électrique est intéressant mensuellement, mais souvent il faut acheter la voiture électrique et ça représente quand même un certain coût et on peut clairement pas y accéder quand on a un petit budget, donc peut-être qu'avec le temps ce sera plus facile, mais en attendant bon, ça reste un budget raisonnable pour l'essence. En frais bancaires, elle en a pour 9,50 € par mois, donc il existe des banques en ligne gratuites, mais elle me précise que pour l'instant elle ne souhaite pas changer, qu'elle a eu des expériences pas terribles avec des banques en ligne, donc ça c'est tout à fait respectable. On fait selon ce qu'il y a de mieux pour nous. 9,50 € par mois, ça fait à peu près 120 € par an, donc certes c'est quand même un budget, mais ça reste un budget qui est abordable. Si pour nous c'est quelque chose d'important, il faut toujours faire selon ce qui est le plus adapté à notre situation. Ensuite il va y avoir la catégorie argent de poche pour sa fille, donc elle lui donne 10 € par mois. Elle m'a mis un petit passage très mignon où elle me précise que sa fille a vraiment des bonnes notes, qu'elle est très responsable, qu'elle aide énormément et qu'elle se plaint jamais, que vraiment c'est un plaisir de l'avoir comme fille et je trouve ça vraiment adorable. Et dans tous les cas c'est très bien soit de donner un petit peu d'argent de poche à son enfant, soit d'en mettre sur son compte en banque. C'est vraiment bien que même dans sa situation où elle n'a pas un budget énorme, il y ait ce petit budget qui soit alloué pour sa fille pour qu'elle puisse se faire plaisir, pour qu'elle puisse profiter. Bon, même si évidemment avec 10 € on fait pas énormément de choses, mais à 11 ans on n'a pas tellement de dépenses non plus. Je n'ai pas précisé d'ailleurs que sa fille avait 11 ans, mais elle vient d'entrer au collège. Et elle me précise que sa fille est très responsable avec l'argent et que très souvent elle le met sur son livret A. Et on va avoir ensuite la catégorie courses alimentaires, hygiène, et qui comprend aussi l'alimentation et la litière, etc. des chats.
donc 300 € par mois. C'est un budget qu'elle aimerait bien réduire parce qu'elle trouve ça vraiment énorme et elle se rend compte que finalement elle dépensait pratiquement pareil quand elle avait une famille de 5 personnes parce qu'elle pouvait faire des gros stocks, qu'elle pouvait faire de grosses quantités et que c'est beaucoup plus difficile de cuisiner pour peu de personnes. Ça je veux vraiment bien l'entendre parce que c'est vrai que c'est pas évident. Elle me demande si j'ai des petits conseils pour réduire, donc on va voir un petit peu après ce que l'on pourrait éventuellement faire, même si c'est difficile d'estimer quand on ne connaît pas la situation précise des gens, les habitudes alimentaires précises. Elle me dit aussi que pour faire ses courses, elle va principalement à Lidl. À Lidl et à Intermarché, donc ce sont quand même des moyennes surfaces. Lidl c'est pas forcément le moins cher, des fois ça peut être très peu cher sur certains produits, mais parfois sur l'ensemble c'est plus intéressant d'avoir accès à une très grande surface et elle n'en a pas à proximité, elle a un Leclerc mais qui est à 30 km, donc forcément si on prend le coût de l'essence, le coût en temps aussi, l'usure de la voiture, à chaque fois qu'on prend sa voiture pour aller un peu plus loin, il y a quelque chose auquel on pense pas forcément, mais il y a le risque de l'abîmer aussi qui peut coûter de l'argent, donc moins on a besoin de faire du kilomètre, mieux c'est souvent. Après ça reste un calcul à prendre en compte si elle va dans la zone de Leclerc pour aller faire, je sais pas, si elle a un déplacement à faire là-bas, ça peut être intéressant de regrouper ses courses et de faire un plein pour le mois par exemple, de choses sèches si ça peut lui revenir moins cher, mais on parlera de tout ça un petit peu après. Nous sommes donc sur un total de dépenses de 1131,90 € par mois, sachant que là c'est un budget qui ne compte pas les imprévus puisqu'elle le compte avec le reste. Elle a un reste de 238 € par mois, donc en moyenne, encore une fois ça dépend des mois, quand elle touche voilà, la rente ça va être plus, puis ça dépend des frais etc. Par exemple, elle n'arrive pas vraiment à mettre de côté avec ces 238 € parce que généralement ils vont servir pour les frais de vétérinaire, pour les frais de voiture, si elle doit faire un cadeau à sa fille, dès qu'il y a Noël, dès qu'il y a quelque chose, évidemment elle va le prendre là-dedans. Donc c'est bien de considérer le budget imprévu, là il n'est pas vraiment mis dans une ligne dans le budget, mais il est compté quand même. Malheureusement c'est que ça ne lui laisse pas de place pour l'épargne. On est donc globalement dans un budget serré, vraiment le total des dépenses est très très proche du total des revenus annuels et surtout ça compte les imprévus et finalement les imprévus vont absorber toute l'épargne qu'il pourrait y avoir et donc c'est pas facile pour se projeter sur l'avenir. Heureusement il y a moins de dépenses que de revenus, donc ça reste quand même un budget où même s'il est très serré, on ne se met pas en difficulté chaque année parce que ça c'est vraiment la situation la plus difficile quand on a des charges qui dépassent ce que l'on gagne. Il faut vraiment au plus vite aller voir une assistante sociale, trouver une solution, essayer d'avoir plus de revenus, faire ce que l'on peut, même si je sais que c'est pas en claquant des doigts, c'est pas facile, je le sais très bien, mais là heureusement on n'est pas dans cette situation là, donc ça lui permet de ne pas avoir à piocher dans son épargne qu'elle a pu constituer avant. Mais il est évident que ce serait bien d'essayer de trouver des petits changements pour réussir à avoir un petit peu d'épargne chaque mois pour que ce soit rassurant, pour se dire que chaque mois on va vers un petit peu mieux et surtout pour se dire que s'il y a un imprévu on est à l'abri parce que là c'est un budget qui est équilibré tant que ça reste comme ça, mais dans la vie des fois les choses peuvent changer, donc c'est vraiment quelque chose à toujours prendre en compte. Il ne faut pas être totalement pessimiste, mais au contraire il faut essayer de mettre en place des choses pour pouvoir rester optimiste. Nous allons passer à la catégorie épargne et ça c'est la partie où quand on en a parlé par mail, quand on a un petit peu échangé avec Lola, j'étais tellement soulagée et contente pour elle qu'il y ait cette partie parce que ça c'est vraiment un bon coussin de sécurité. Elle va avoir un LEP, donc un livret d'épargne populaire, qui est rempli à 100%. Donc c'est un petit livret qui est sous condition de revenu, n'hésitez pas à voir si vous êtes éligible pour l'avoir, parce que ça permet vraiment de se faire une petite épargne comme ça, et elle va avoir, donc si il est au maximum, il est à 7700 €, c'est pas un livret qu'on peut remplir jusqu'à de grands montants, mais en tout cas ça permet d'avoir vraiment ce coussin de sécurité. 7700 €, c'est une belle épargne, si jamais il y a le moindre problème. Elle m'a plusieurs fois spécifié dans le mail que c'était vraiment l'épargne pour les dépenses vitales, elle n'y touche pas, c'est pas de l'épargne pour les vacances, c'est pas de l'épargne pour un cadeau de Noël ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'épargne vitale si elle a un problème, si elle n'arrive plus à payer son loyer, si elle a une baisse de revenus, s'il y a n'importe quel problème qui peut arriver vraiment important, elle a cette épargne et j'ai tellement soufflé pour elle, enfin vraiment j'étais contente quand j'ai vu qu'elle l'avait. L'avantage du livret d'épargne populaire c'est que le taux d'intérêt vient d'être augmenté, je crois que c'est un des taux d'intérêt les plus importants qu'on puisse avoir avec les livrets d'épargne classiques, il est à 4,6% par an. Et mine de rien, ça c'est plutôt intéressant. On sait qu'actuellement il y a de l'inflation, l'inflation est élevée, etc.
ça on le sait bien évidemment, mais en attendant c'est mieux d'avoir quelque chose qui essaye de rattraper un petit peu l'inflation ou qui sur certains points peut la dépasser que d'avoir des taux d'intérêt à zéro ou que d'être endetté sur d'autres points. Donc c'est toujours bien d'avoir des petits livrets avec des petits taux d'épargne et surtout ça reste de l'épargne accessible, on peut piocher dessus facilement. Et avec ces 4,6% quand on est au maximum, donc à 7700 € dessus, ce qui est bien c'est qu'on va cumuler chaque année 350 € d'intérêt. Donc c'est nouveau que le taux d'intérêt soit aussi élevé, avant il était vraiment pas très intéressant. Mais mine de rien, ça va permettre que cette épargne de précaution, elle gonfle de 350 € chaque année et ça se cumule et ça fait des intérêts cumulés. Donc l'année d'après, ce sera plus calculé sur 7700 €, mais ce sera calculé sur 8050 et quelques euros. Et c'est sur ça que les intérêts vont être calculés. Et ça, c'est pas mal, ça peut faire une bonne épargne de précaution qui gonfle un petit peu avec le temps. Et même si on ne peut pas rajouter d'argent sur ce livret, normalement les intérêts peuvent se cumuler dessus. Enfin, il me semble. J'ai jamais eu de livret d'épargne populaire, mais quand j'avais un livret jeune à l'époque, j'avais mes intérêts qui se cumulaient dessus au-delà du plafond et ça m'avait permis d'atteindre quelque chose comme, je sais pas, 2200 €, quelque chose comme ça, sur un livret qui était plafonné à 1600. Alors je me rappelle plus exactement des chiffres, mais en tout cas, je me rappelle que j'étais bien au-dessus du plafond. Donc ça, pour moi, voir déjà cette épargne, c'était super rassurant pour son budget, parce que c'est vrai que en fait, cette épargne, ça vous permet d'éviter de faire un crédit si vous avez un problème. Et le problème, quand on est avec un petit budget, on va être la personne qui a le plus besoin d'un crédit finalement par rapport à quelqu'un qui a de l'argent, mais on va aussi être la personne qui va se retrouver le plus en difficulté pour le rembourser. Parce que si on ne s'en sortait pas avec son budget actuel, si on rajoute une mensualité de 80 € par mois, 150 € par mois, on va encore moins s'en sortir et ça va être encore plus dur et on va encore plus avoir besoin d'un crédit. Et là, ça lance un petit peu un espèce de cercle infernal de crédit à la consommation. J'ai plein d'abonnés qui sont déjà passés par là, j'en ai qui sont encore bloqués dans cette boucle et qui essayent de s'en sortir et c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que vraiment, tant que vous le pouvez, évitez les crédits à la consommation. Bien sûr, c'est bien que ça existe, des fois ça va vous sauver la vie, des fois ça va simplement vous permettre de manger et dans ce cas-là, on pensera aux conséquences plus tard, mais dans l'idéal, si vous pouvez anticiper un petit peu, si vous avez cette marge devant vous où vous pouvez anticiper, n'hésitez pas à faire plutôt une épargne de précaution, même si à la fin, au bout de 2 ans, vous avez seulement 500, 600 €, c'est déjà mieux que rien et vraiment, il n'y a pas de minimum en épargne et le moindre truc que vous pouvez mettre de côté, c'est important, ou si vraiment vous voulez vous constituer cette épargne de précaution et essayer de le faire de manière plus rapide, n'hésitez pas à faire des défis sans consommation, par exemple, où pendant un mois vous consommez très très peu et vous mettez cet excédent en épargne de précaution. Des fois ça peut être bien de se serrer la ceinture à un moment où psychologiquement on va bien, où notre situation est facile, de se serrer la ceinture pour au cas où, si plus tard c'est moins facile. Après bien sûr on fait comme on peut, on adapte, je suis pas en train de faire la morale ou quoi que ce soit, on va adapter selon ce que l'on peut faire. Et du coup, bien caler cette épargne de précaution, de survie, on va dire, son budget ne lui permet pas de constituer une autre épargne pour des projets, pour des plaisirs. Là, son budget, il est très bien géré, mais ce dont elle m'a parlé plusieurs fois dedans, c'est qu'il manque la petite catégorie extra, la petite catégorie se faire plaisir avec sa fille, faire un week-end, faire des petites vacances, ou vraiment, des fois, ne pas avoir à penser au budget. Et ça, c'est vraiment la partie qui va lui manquer dans son budget, surtout qu'elle me précise que vraiment sa fille ne se plaint jamais, mais qu'elle commence à arriver au collège, c'est l'âge où on se compare, on voit que les autres ont des situations différentes, et ça lui fait de la peine pour sa fille, en fait, de se dire que actuellement, elle peut pas faire d'extra, et je le comprends tout à fait. Elle va utiliser son livret A comme pour l'épargne imprévue, donc c'est ce petit reste dont je vous parlais tout à l'heure. Elle met l'argent dessus, mais en fait elle le sort pour les imprévus, pour les frais de vétérinaire pour les chats, pour n'importe quel imprévu, pour les cadeaux de Noël, pour tout ce qui va sortir, et évidemment pour faire des petits plaisirs avec sa fille, mais il n'y a pas une marge énorme, et ça c'est pas évident. C'est vraiment bien d'utiliser ces différents livrets comme ça. Vraiment, moi c'est ce que je fais aussi avec mon copain, c'est ce qu'on fait. Avoir des livrets, ça vous permet de faire des petits stocks pour différentes choses. Nous on a nos livrets A, on a aussi des livrets de développement durable, ils sont sur le même taux que le livret A, donc rien d'incroyable, mais en tout cas ça permet de différencier son argent et surtout de le garder accessible, parce que évidemment des fois le PEL ça peut être une bonne option pour épargner sur le long terme, mais quand on a un budget tendu comme ça, c'est pas forcément optimal parce qu'avec le PEL c'est bloqué sur plusieurs années, donc ça c'est pas facile du tout d'anticiper. Donc sur son livret A à elle, par exemple, au moment où elle me parlait, elle avait vraiment 100 € dessus, c'est plus ou moins ce qui reste pour le mois pour les imprévus, mais par contre sa fille a un livret A bien rempli et ça c'est vraiment chouette.
C'est de l'argent qu'elle a pu mettre de côté avant avec son mari, avant que la situation ne change. Et donc sa fille a un livret A avec 15 000 € dessus. Et ça, c'est vraiment super. C'est tellement bien quand les parents ont pu mettre une épargne comme ça pour leur enfant et qu'à l'âge adulte, on se retrouve pas avec rien. Et justement, c'est vraiment une somme, même si elle arrive, là elle a 11 ans, donc peut-être qu'à 18 ans, avec les intérêts, avec les petits, l'argent qu'elle mettra dessus, si elle a de l'argent de poche, si elle a du babysitting ou des choses comme ça, peut-être qu'elle sera au plafond du livret A ou peut-être pas, peut-être qu'elle sera avec les 15 000, mais c'est déjà super en fait de partir avec 15 000 €. Bien sûr, ça n'achète pas un appartement ou quoi que ce soit, mais ça peut donner un apport pour acheter un appartement. Et parfois 15 000 €, c'est vraiment quelque chose qui peut changer une vie en termes d'apport, en termes d'accession à la propriété, en termes de financement d'études aussi, ça peut aussi servir à ça, même si c'est vrai qu'en France, vu que les études sont plus ou moins gratuites, c'est pas parfaitement gratuit, mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut être difficile de mettre de l'argent dans des études et c'est pas forcément intéressant sur le long terme, mais si c'est son rêve, ça peut lui permettre d'y accéder, et c'est vraiment une somme qui peut paraître très petite pour certaines personnes parce qu'ils se disent non mais par rapport au prix d'une maison c'est rien, et d'autres personnes qui vont se dire mais c'est énorme, 15 000 € c'est une épargne incroyable. C'est toujours variable selon la situation, mais en tout cas, moi je trouve que ça peut vraiment être game changer quand on arrive à 18 ans et qu'on a cette somme sur son compte, rien que pour payer son permis par exemple, ça peut permettre d'aller travailler si on habite à la campagne. Des fois on a besoin du permis pour travailler ou d'une petite voiture, il y a plein de choses qui peuvent être favorisées avec cette somme, et vraiment bravo à Lola et à son mari d'avoir réussi à mettre cette somme de côté pour leurs filles. Leurs enfants qui sont maintenant adultes et indépendants, j'imagine qu'ils y ont eu accès aussi, et c'est vraiment bien de pouvoir améliorer les conditions futures de vie de leur enfant et d'y avoir pensé. Du coup, dans son budget, elle me demande des petites pistes pour éventuellement réduire le budget alimentaire, et sinon un petit peu pour comment épargner. Donc c'est vraiment difficile de parler de la situation de quelqu'un dont on ne connaît pas le mode de vie parce que j'habite pas avec elle, je connais pas leurs habitudes exactes. Mais peut-être que le budget alimentaire pourrait être baissé un petit peu. Ça veut pas dire qu'il est énorme ou quoi, 300 € pour 2 personnes, on va dire pour 1 personne et demie, sachant que sa fille mange à la cantine le midi. C'est pas non plus catastrophique, honnêtement c'est très proche du budget moyen en France. Ça peut être réduit un petit peu, je pense, si on met en place certaines choses. Après, il faut voir si ce sont des choses que l'on peut appliquer. Mais par exemple, moi, ce que je conseillerais pour réduire son budget, c'est déjà de réfléchir aux idées de repas qu'on aime bien et qui nous permettraient de diminuer le budget. Je vais vous donner une petite liste que nous, on aime bien, par exemple, mais après, c'est personnel, ça dépend des goûts. Donc vous savez que je suis végane, donc forcément, ce sont des recettes véganes. Mais des repas que nous, on adore et qui nous coûtent très peu cher, il va y avoir le curry de légumes avec du tofu et du riz. Ça, c'est un de nos plats préférés en hiver. On adore ça. Très classique, les pâtes aux champignons. Des fois, on fait ça avec des pâtes de légumineuses, champignons, crème de soja, levure maltée. C'est trop bon. On va avoir les pâtes bolognaises de protéines, soit de soja ou de pois, texturées. Ça nous coûte très peu cher. Et vraiment, c'est un plat qu'on a tellement mangé quand on était étudiant. On le faisait avec des protéines de soja à l'époque parce que les protéines de pois, c'était pas facile à trouver. Faut pas culpabiliser des fois si on n'a pas un repas blindé de légumes, hyper instagrammable ou quoi. La sauce tomate, c'est une source de légumes. Si vous ajoutez un petit oignon ou une petite carotte dedans et vous mettez des protéines de soja si vous aimez ça, ou des protéines de pois, ça peut vraiment faire des bolognaises qui ressemblent vraiment à la bolognaise classique. C'est très économique. Après j'ai marqué, bien évidemment vous me connaissez, les tartines houmous et poivrons grillés. Alors les poivrons ça dépend de leur prix parce que selon le moment où ils sont vendus cette année, ça a été très difficile d'en trouver des pas chers, mais souvent, même en mettant un petit peu, j'ai pu l'intégrer dans mes défis petit budget, même à des moments où le poivron coûtait super cher, dans mes défis où je mange souvent pour moins de 1 € par repas. Donc ça peut être une petite astuce, des fois les tartines ça peut faire des repas assez économiques selon ce que l'on met dessus, avec du houmous maison, c'est vraiment très accessible. Après, c'est pareil, on peut pas forcément faire de houmous si on n'a pas de robot, on peut faire des pois chiches écrasés, mais en tout cas miser sur les légumineuses ça peut être pas mal. J'ai une vidéo dédiée à des astuces pour baisser votre budget alimentaire, je vous la mets par ici si je n'oublie pas. N'hésitez pas à aller la voir parce que vraiment je trouve qu'il y a des conseils qui peuvent être faciles à appliquer, en tout cas il y en a beaucoup, donc il y en a qu'on peut trouver. J'avais une abonnée, donc Titi Brutus, qui avait testé pendant 1 mois entier de suivre mes conseils pour baisser son budget et ça l'avait pas mal aidé. Il y a des choses qu'elle a gardées, des choses qu'elle n'a pas gardées, donc ça peut être bien. Je vous mets sa vidéo aussi si jamais ça vous intéresse, en tout cas la première vidéo de son défi sur le sujet, je vous le mets quelque part par là.
Ensuite, en recette petit budget que nous on aime bien, il y a les boulettes de lentilles maison avec une sauce tomate aux olives avec du riz. Vous l'aviez découverte avec moi dans ma semaine petit budget. Vraiment, quand moi je fais des défis petit budget, ça me permet aussi de découvrir des recettes que j'applique ensuite dans mon quotidien parce que c'était tellement bon. La petite sauce aux olives, c'était délicieux. Et bien sûr, le sétan maison, ça coûte très peu cher. Après, il faut voir si on a le temps et l'énergie de le faire parce que des fois c'est un peu long. Mais pareil, le sétan à la farine lavée, j'ai découvert ça dans ma semaine de petit budget, ça revient très peu cher. Même si on n'est pas vegan, je trouve que c'est vraiment bluffant et c'est très sympa et c'est une super source de protéines. Mais après, chacun adapte avec ses menus. Si par exemple pour vous c'est la salade de riz ou j'en sais rien, si c'est la soupe de lentilles, enfin quelque chose que vous adorez et qui vous permet de maintenir un petit budget, ça peut être bien pour le faire. Également, ça pourrait être bien de regarder ses anciens tickets de caisse par exemple et d'avoir vraiment une idée de quelles sont les catégories de dépenses qu'il y a vraiment dans ces tickets, combien coûtent les chats par exemple par mois, combien coûte vraiment leur alimentation, leur litière. Et également aussi, ça c'est pas dans le budget course, mais évaluer les frais de vétérinaire sur les dernières années pour projeter un petit peu combien ça coûte en moyenne, tout en considérant que ça peut toujours être plus, parce que plus les chats vont vieillir, plus il y aura des frais, ça c'est évident. Mais après pareil pour le budget hygiène, à voir combien on dépense en dentifrice, en savon, en lessive chaque mois, avoir vraiment une idée moyenne, voir s'il n'y a pas des petites astuces, par exemple le savon en gel douche ça coûte un petit peu plus cher que le savon en bloc des fois. Vous avez les blocs de 4 savons, typiquement Dove, qui coûtent pas très cher et qui sont très bien, mais après il faut voir si on aime bien se laver avec du savon solide aussi. Enfin, ça peut être des petites choses qui font 2-3 euros de différence sur le mois, mais si on les cumule, peut-être que le budget, il pourrait être ramené de 300 euros à 250 euros. Et ça fait 50 euros qu'on pourrait épargner ailleurs que dans cette épargne imprévue, donc je vous en parlerai un petit peu après. Mais par exemple, pensez au système des enveloppes. Alors moi, c'est pas quelque chose que j'applique, je suis très nulle avec le liquide, mais il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus parlant que la carte bleue. Donc peut-être faire des enveloppes, par exemple se dire, là, par semaine, j'ai 55 euros. Je sais pas, je dis ça au hasard, mais on va dire 55 euros pour la semaine pour faire mes courses. Et si je dépasse, bah ça me met en dette pour la semaine prochaine. Ou alors ça veut dire qu'il faut que j'adapte mon budget. Et si par exemple, au lieu de dépenser 55, j'ai dépensé 47, ce qui honnêtement est souvent le cas des personnes qui font le principe des enveloppes, c'est que quand on a cette somme limitée en liquide dans une enveloppe, on n'a pas spécialement envie d'aller jusqu'au bout. Et peut-être qu'il va rester 7 euros. Ces 7 euros, soit on les met dans une autre enveloppe qu'on épargnera à la fin, soit on les glisse dans l'enveloppe du mois de la semaine d'après et ça permet de se faire un petit peu plus plaisir. On peut faire des choses comme ça aussi pour essayer de réévaluer son budget. Ce que je pourrais lui proposer, et après, comme toujours, on pioche ou on pioche pas dedans parce que on fait selon notre situation, c'est donc éventuellement de réduire un petit peu le budget en appliquant certaines de ces astuces, en essayant de se concentrer sur des recettes qu'on aime et qui coûtent pas cher et essayer de les mettre un peu plus souvent au menu. Et voilà, aussi de faire ses courses une seule fois par semaine par exemple plutôt que plusieurs fois si on est tenté. Après elle a un petit frigo donc c'est pareil, c'est à adapter selon ce que l'on peut faire. Si par exemple elle arrive à diminuer de 50 euros, ça pourrait être bien de s'ouvrir un autre compte épargne, par exemple un livret de développement durable, c'est gratuit, il n'y a aucune contrainte en plus, on peut l'ouvrir en plus d'un livret A et sur ce LDD mettre ses 50 euros en plus, si par exemple elle arrivait à économiser 50 euros. Également de vraiment faire le compte de ce que je vous disais avant, dans les imprévus, qu'est-ce qu'il y a eu sur la dernière année en termes de budget, en termes d'imprévus, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment simuler là-dedans, garder un espace pour les imprévus et ça toujours le laisser sur son livret A comme elle le faisait et s'en servir d'épargne imprévue, mais avoir aussi une épargne en plus qui lui sert d'épargne pour autre chose. Ça peut être pour des projets futurs, ça pourrait être, elle me disait par exemple qu'elle se sentait mal par rapport au fait que sa fille n'a pas forcément de sorties avec ses... Enfin, qu'elle peut pas forcément lui payer des sorties avec ses copines, qu'elle peut pas forcément inviter les copines à la maison ou ce genre de choses. Si par exemple on a 50 euros sur plusieurs mois, peut-être que ça peut permettre de payer une sortie mère-fille au restaurant, ça peut permettre d'organiser une soirée pizza, ou d'inviter les copines de sa fille à manger à la crêperie ou quelque chose qui coûte pas trop cher non plus parce qu'évidemment on va pas aller dans un truc avec un menu à 25 euros par personne mais s'il y a la possibilité d'aller dans un endroit où ça coûte entre 10 et 15 euros par personne et peut-être d'y aller avec sa fille et deux copines et de se dire tu vois on peut faire cette sortie et ça peut être bien des fois ça peut paraître comme pas beaucoup 50 euros par mois mais des fois ça peut tout changer ou alors les garder sur un compte
et se faire des petites vacances, 50 € par mois multiplié par 12, ça peut faire 600 €. Ou éventuellement aussi, dès qu'il y a cette différence des 70 € d'électricité, je les ai laissés dans le budget classique, dans le budget de dépenses, mais il y a donc environ une fois tous les 6 mois où il n'y a pas cette dépense de 70 € puisque c'est à payer sur 10 mois. Donc peut-être qu'elle peut les retirer, les mettre sur ce compte, sur ce LDD par exemple, et les utiliser soit pour se faire plaisir, soit pour les budgétiser pour autre chose, pour avoir une épargne autre que l'épargne vraiment de fonds d'urgence et que l'épargne imprévue, et avoir cette épargne qui soit liée vraiment au projet, à l'avenir ou au plaisir, selon comment on a envie de le calculer. Alors là, il y avait quelque chose que j'avais envie d'ajouter, mais j'ai pas envie que ce soit mal perçu ou malvenu, ou que ça paraisse comme un conseil non sollicité ou quoi que ce soit. Donc je vais le dire, mais c'est vraiment à prendre comme on a envie de le prendre. C'est si on a envie de le piocher, on le pioche, sinon on oublie. Mais j'ai regardé et le prix de l'immobilier n'est pas très élevé dans les Vosges. Après bon bah c'est un département, donc forcément j'imagine que c'est pas pareil partout. Je sais pas où elle habite exactement, où elle travaille. Peut-être que c'est pas possible du tout. Et le parcours de l'emprunt immobilier peut aussi être décourageant, surtout quand on a un petit revenu, parce que je sais que ça peut ne pas donner envie de se faire juger par des banques, de devoir tout détailler, de devoir justifier tout ce qu'on a fait dans sa vie. Mais éventuellement j'ai vu qu'il y avait des biens vraiment abordables dans les Vosges. Je sais pas quelle est la surface qu'elle recherche, mais par exemple actuellement elle paye un loyer de 500 € par mois, donc il y a des APL dessus, mais c'est quand même un loyer assez élevé. Peut-être qu'il y a soit des banques qui pourraient accepter son dossier pour un petit crédit, parce que j'ai vraiment vu des biens pas chers et parfois dans un état très correct, des petits appartements parfois à moins de 50 000 €. Bon, j'ai vu aussi des choses à 30 000 € dans un état totalement délabré, donc c'est pas forcément à envisager quand on n'a pas envie de se lancer dans des travaux. Mais par exemple, si elle pouvait emprunter sur 20 ans, sachant qu'elle a 45 ans, donc je pense que ça pourrait passer. Après, encore une fois, les banques sont très sélectives en ce moment. Donc je sais que ça peut être très décourageant d'avance, donc vraiment, il n'y a pas d'obligation, enfin dans tous les cas, vous le savez, il n'y a pas d'obligation, je donne juste des conseils ou des avis ou des exemples. Emprunter 65 000 € sur 20 ans, ça reviendrait à 350 € par mois. Peut-être que ça pourrait passer dans son taux d'endettement accepté, parce que quand on a certaines aides, ça peut être plus difficile. Mais parfois aussi, les petits dossiers peuvent être encouragés par certaines assos, par certaines aides qui peuvent être mises en place pour l'accession à la propriété. Donc ça peut être à considérer vraiment. D'acheter un petit bien. Bien évidemment, ça va pas donner une énorme villa ou quoi que ce soit, mais vu qu'actuellement, je connais pas la taille de son logement, mais elle me dit qu'elle a une petite cuisine, donc peut-être que son logement est petit. Je sais pas exactement, voilà, c'est à prendre ou à laisser vraiment, mais peut-être que ça peut être envisageable, ça lui reviendrait moins cher que son loyer actuellement. Il me semble que des fois il y a des formes d'APL pour les petits revenus, même quand on a emprunté pour accéder à la propriété. C'est vraiment à vérifier parce que je suis pas une experte sur le sujet, je ne suis pas conseillère bancaire ou quoi que ce soit. Je donne vraiment les conseils comme je pourrais les donner à une amie ou comme à une personne de ma famille qui me les demanderait sur le sujet, mais voilà, il n'y a pas d'expertise dessus, mais peut-être que ça peut être envisageable. Ça pourrait permettre de payer une mensualité moins élevée que le loyer. Si jamais il y avait une possibilité d'APL, ça pourrait être génial, et ça permet aussi que dans 20 ans, le bien il soit payé. Parce qu'il peut y avoir des baisses de revenus, par exemple, si n'importe quoi, un problème de santé, ou dès que sa fille part pour faire ses études par exemple, peut-être qu'il y aura une baisse au niveau des allocations, etc. Alors bien évidemment elle cotise pour la retraite, elle aura le droit à la retraite, et c'est très bien que la retraite existe. J'espère vraiment que ce système va continuer aussi longtemps que possible, mais c'est vrai que ça peut être bien pour sécuriser son avenir d'être propriétaire de son logement. Après, il n'y a pas d'obligation, on fait comme on veut, comme on peut surtout, et ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est garanti. Le parcours pour obtenir un crédit peut être difficile, ça peut être bien de se faire accompagner. Si vous avez des conseils bienveillants, bien sûr, pas des conseils non constructifs, hein, mais des conseils à amener sur le sujet, éventuellement ça peut être bien, mais voilà, ça peut être envisageable. C'est ça qui est bien avec les régions qui coûtent vraiment pas très cher, pour le moment en tout cas. C'est vrai qu'il reste des endroits en France où l'accession à la propriété peut se faire à petit budget. Quand on habite dans une de ces régions, ça peut peut-être être possible. Peut-être qu'elle habite proche d'une ville où les logements sont beaucoup plus chers que ça, et dans ce cas-là, on oublie. On est quelques heures après mon tournage et je repense à quelque chose par rapport à l'investissement immobilier. C'est que j'étais tombée sur la chaîne d'une personne vraiment déjà qui est adorable et très solaire, et j'aime beaucoup regarder ses vidéos, qui s'appelle La Petite Vie de Nini, et qui fait des vidéos dans lesquelles elle parle du fait qu'elle a pu
accéder à la propriété. Donc bon, elle a acheté une maison qui est petite, qui n'était pas raccordée au réseau électricité, mais sur laquelle elle a fait mettre des panneaux solaires, qu'elle a payé vraiment très peu cher, et qu'elle a pu payer par le fait qu'elle était avec l'allocation adulte handicapé à l'époque, il me semble, donc des revenus de l'ordre de 800-900 euros, et elle a pu faire un crédit aux alentours, je sais plus exactement, mais entre 250 et 300 euros je crois, pour pouvoir acheter sa maison. Et en fait ça la rapproche de son indépendance financière, même avec de très petits revenus, puisqu'entre temps il me semble qu'elle est passée au RSA. Enfin vraiment, elle n'a pas eu des revenus vraiment faciles pour emprunter, et elle a pu le faire. Je sais pas exactement comment elle a pu y accéder, si elle a eu des aides ou quoi que ce soit, mais je pense que son contenu peut être intéressant si vous êtes dans cette situation, ou même pas d'ailleurs, parce que je trouve que son contenu est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ma vidéo touche à sa fin, donc merci beaucoup à Lola de m'avoir partagé ce budget. Je suis sûre qu'il va aider et inspirer plein de monde, ne serait-ce qu'à se sentir reconnu aussi et voir qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation. Je pense que c'est déjà quelque chose qui peut servir et qui peut aider. J'espère que j'aurai peut-être pu apporter quelques pistes qui aideront, et en tout cas j'aimerais vraiment la féliciter parce que déjà elle a vécu des choses pas faciles du tout. Ce sont des épreuves de la vie, et clairement je pense que ça fait partie des moins faciles des épreuves qu'on peut vivre dans la vie, donc bravo à elle d'avoir pu surmonter tout ça, d'être là pour sa fille, de vraiment, je sens qu'il y a un amour inconditionnel vraiment dans son mail, et je l'ai trouvé tellement touchant, tellement fort. Enfin vraiment j'ai adoré travailler sur ce budget, même si évidemment c'est pas un budget facile, mais j'espère que sa situation va pouvoir s'améliorer, et vraiment bravo pour sa gestion, parce que ne pas se laisser déborder par tout ça, c'est déjà pas facile, donc bravo à elle. J'espère vraiment que ça pourra aller encore mieux à l'avenir, et je lui fais vraiment de gros bisous. Merci à vous de suivre mon contenu aussi. N'hésitez pas à laisser des conseils, des astuces, partager des retours d'expérience aussi, c'est toujours bien. S'il vous plaît, on ne se compare pas. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des situations encore plus difficiles, mais des fois ça peut amener à laisser un commentaire pas forcément agréable. On n'a pas envie de lire quelque chose qui dit non mais toi c'est facile. Vraiment, ça faut le retirer de son vocabulaire, de dire tout le temps aux autres que c'est facile pour eux. Et bien évidemment, s'il y a des commentaires qui sont jugeants, malveillants, ou qui commencent à partir dans des propos qu'on n'a pas envie d'entendre, je modère, vraiment, je prends soin des personnes qui me confient leur budget, même si c'est anonyme, on n'a pas envie de lire des choses méchantes. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce type de contenu vous plaît, j'en proposerai d'autres. Je propose différents types de budgets, et j'espère que ça vous plaît. Je vous retrouve dans environ 5 jours pour une prochaine vidéo, et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!